Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons d'abord procéder à une lecture d'un extrait fantastique que vous connaissez déjà, puis nous travaillerons sur l'expression du point de vue personnel. Enfin, nous procéderons à la définition de la modélisation qui sera l'objectif de notre séance, et nous terminons cette séance par un schéma bilan. Voici donc le titre et l'objectif de la séance. AP, la modélisation. Objectif, repérer les procédés d'écriture permettant d'exprimer le doute. Faites pause dans la vidéo afin de noter ce titre et cet objectif. Nous allons donc travailler sur tous les moyens qu'ont les auteurs pour construire, exprimer les doutes et les hésitations du narrateur ou d'un personnage. Dans un premier temps, nous allons revenir sur le récit fantastique au moyen d'un rappel. Comme vous le savez, dans le récit fantastique surgissent des faits surnaturels. Ces faits surnaturels produisent des doutes chez le narrateur et chez le lecteur. Et le lecteur a des doutes par rapport aux faits surnaturels, mais il a aussi des doutes parce que le narrateur lui-même hésite par rapport à certaines situations. Les doutes du narrateur et du lecteur ne sont jamais levés, puisqu'à la fin d'un récit fantastique, il n'y a pas d'explication logique aux faits surnaturels. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce schéma bilan. Activité 2. Comment sortir du doute? Pourquoi le lecteur ne peut-il pas découvrir la vérité? Nous allons travailler sur cette question à partir d'un extrait d'une nouvelle que vous connaissez, puisqu'il s'agit du Horla de Maupassant. Je vais donc procéder à la lecture de la journée du 5 juillet. Voici ce qu'écrit le narrateur. Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière, est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite, et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de 2 heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre, rien ne coula. Elle était vide, elle était complètement vide. D'abord, je n'y comprends rien, puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise. Puis, je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplai avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau? Qui? Moi, sans doute. Ce ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous, ou si un étranger, inconnaissable et invisible, anime par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet ordre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah, qui comprendrait mon angoisse abominable? Qui comprendrait l'émotion d'un homme, sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté, à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue, pendant qu'il a dormi. Et je restai là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. Première question, pourquoi le narrateur ne peut-il découvrir la vérité dans cet extrait? Vous pouvez répondre à cette question en autonomie ou patienter pour avoir quelques indices. Voici 2 éléments qui peuvent vous aider à construire une réponse. Tout d'abord, intéressez-vous au type de phrase. Dans cet extrait, les phrases interrogatives sont très présentes. Pour quelle raison le narrateur formule-t-il de nombreuses questions alors que, comme vous le savez, il est en train d'écrire un journal intime qui n'est donc destiné à être lu que par lui-même
personne ne pouvant lui répondre. En vert, vous voyez apparaître le récit détaillé des événements étranges. Essayez de résumer ce récit pour bien comprendre ce qui s'est passé et attardez-vous sur l'agencement, l'organisation des événements. Faites pause dans la vidéo afin de répondre à la question « Pourquoi le narrateur ne peut-il pas découvrir la vérité ?» et nous passerons à la correction. Voici la correction. Le récit est mené à la première personne. Le narrateur raconte donc sa propre histoire. Il est donc le seul à avoir vécu les faits et à pouvoir les rapporter. On dit donc que le point de vue est interne. Le lecteur découvre l'histoire à travers le regard du personnage principal. Il ne voit que ce que le personnage voit. En effet, vous, en tant que lecteur, vous n'êtes pas présent dans la pièce pendant que se réveille le personnage qui est narrateur, donc vous ne savez pas ce qui s'est réellement produit. Par contre, vous avez accès à l'histoire à travers le récit que nous fait le narrateur. Vous n'avez que le point de vue du narrateur sur son histoire pour découvrir ce qui s'est passé. De plus, vous voyez que les phrases interrogatives sont très présentes. Elles sont ici présentes pour montrer que le personnage doute de la réalité, doute de ce qui s'est passé. Ce qui montre bien qu'il nous donne son propre point de vue sur la situation. Faites pause dans la vidéo afin de recopier cette correction. Nous passons donc à l'activité 3, comment exprimer le doute. En effet, pour rappel, l'objectif de notre séance est de découvrir les moyens que peut utiliser un narrateur pour exprimer des doutes, des hésitations dans un texte. Pour commencer à le découvrir, voici une nouvelle question. Selon vous, le narrateur pense-t-il réellement avoir perdu la raison? Essayez de répondre par vous-même à cette question ou attendez de nouveau les indices. Premier élément, voici un rappel de la méthode. Lorsqu'une question commence par « selon vous » ou « d'après votre avis », il s'agit d'exprimer un avis personnel. Donc nous attendons votre avis sur le texte. Pour cela, il faut suivre les 3 étapes que voici. Dans un premier temps, vous allez dire ce que vous pensez, vous, personnellement. Donc vous allez formuler votre avis personnel. Ensuite, vous allez devoir le justifier. Vous allez devoir prouver que vous avez raison. Pour cela, formulez des arguments qui viendront prouver votre idée, votre avis. Et dans un troisième temps, vous devrez prouver vos arguments à partir d'éléments précis du texte. Ces éléments doivent être des citations d'une ou plusieurs phrases. À présent que nous avons rappelé la méthode, voici les éléments qui peuvent vous aider à construire une réponse. Nous avons déjà vu apparaître les phrases interrogatives qui montrent le questionnement du narrateur. Ai-je perdu la raison? Qui avait donc bu cette eau? Qui? Moi sans doute, ce ne pouvait être que moi. Qui comprendrait mon angoisse abominable? Mais en plus des phrases interrogatives, le narrateur utilise également des exclamatives. Elle était vide, elle était complètement vide, mes mains tremblaient. Ces phrases, comme vous le savez, permettent d'exprimer des sentiments forts. Elles mettent l'accent sur les émotions. Notons également la présence d'une comparaison, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes, qui permet pour le narrateur de commencer à construire une explication possible à la scène étrange à laquelle il vient d'assister et participer. Vous retrouverez en bleu les adverbes qu'on appelle intensifs, comme par exemple « la dernière nuit est tellement étrange ». Ici, l'adverbe « tellement » insiste, augmente le sens de l'adjectif « étrange ». Ou encore, au milieu du texte, « une émotion si terrible ». Ici, l'adverbe « si » insiste, augmente le sens de l'adjectif « terrible ». Notons également la présence d'une hyperbole. Lorsque le narrateur raconte le moment de son réveil, il le raconte comme un assassinat. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas.
Le narrateur nous raconte son réveil comme s'il était en train de se faire assassiner. Cependant, vous savez qu'il est forcément toujours vivant, puisqu'elle a pu rédiger cette page dans son journal intime. Donc, on voit ici un procédé d'exagération sur l'état réel du narrateur. Notez également la présence de verbes d'opinion, comme le verbe douter qui apparaît en vert. Cela permet d'exprimer le doute réel du narrateur, qui n'est donc pas sûr de sa situation. Enfin, vous pouvez repérer à la toute fin du texte la présence de deux conditionnels qui comprendraient mon angoisse, qui comprendraient l'émotion d'un homme, etc. Comme vous le savez, et nous l'avons travaillé, le conditionnel permet d'exprimer des faits incertains. Voici l'ensemble des éléments qui sont des procédés d'écriture particuliers pouvant vous permettre de construire une réponse développée à la question. Selon vous, le narrateur pense-t-il réellement avoir perdu la raison? Faites pause dans la vidéo afin de construire votre réponse avant d'avoir le corrigé. Et voici la correction. Le narrateur raconte un événement étrange en essayant de se rassurer sur son état mental. Les interrogatives « ai-je perdu la raison ?» et les exclamatives « ah » montrent qu'il s'interroge et ressent de fortes émotions. Il exagère notamment sur la situation dans laquelle il se réveille en la comparant à un assassinat. Il utilise pour cela une hyperbole. Lignes 7 à 10. Les intensifs, tellement étranges que, une émotion si terrible, mettent en évidence le caractère exceptionnel de cette expérience. Le narrateur exprime ses doutes avec des verbes d'opinion, fait douter. En employant le conditionnel à la fin, qui comprendrait, il considère que personne ne pourrait comprendre sa situation, ce qui prouve qu'il a conservé une certaine lucidité. Voici une proposition de correction, recopiez-la dans le cahier avant de procéder au bilan. Donc comme vous le savez, notre objectif est d'analyser les outils qui permettent à un narrateur d'exprimer des doutes. Ces outils, on les appelle des modalisateurs. Les modalisateurs, ce sont tous les outils que possède le narrateur pour exprimer un point de vue et donc exprimer des doutes. Nous pouvons classer ces outils, les modalisateurs, en plusieurs catégories. Tout d'abord, les modalisateurs qui relèvent du lexique, c'est-à-dire du choix du vocabulaire utilisé. On retrouve les adverbes d'intensité, tels que si ou tellement, qui permettent d'augmenter l'intensité généralement d'un adjectif. Comme vous le voyez dans cet exemple, une émotion si terrible que je dus m'asseoir. Parmi les éléments de lexique, vous trouvez également les verbes d'opinion, tels que cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous. Cela permet au narrateur d'exprimer son avis. Vous pouvez retrouver le verbe douter, vous pouvez également retrouver des verbes comme penser, estimer, avoir l'impression que. Parmi le lexique, vous retrouvez aussi les termes péjoratifs et les termes mélioratifs. Dans cet extrait, nous n'avons pas d'exemple de termes péjoratifs, mais vous avez plusieurs exemples qui permettent de donner un jugement positif du narrateur sur lui-même, puisqu'il se décrit comme un être sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison. Tous ces éléments sont des termes mélioratifs, puisqu'ils donnent un avis positif du narrateur sur lui-même. Voici pour les modalisateurs qui relèvent du lexique, c'est-à-dire du choix des mots, du choix du vocabulaire. Tous ces termes permettent donc d'exprimer un point de vue lorsqu'ils sont utilisés. Nous avons également vu que les types de phrases sont des outils d'expression du point de vue. L'exclamative, qui permet d'exprimer un sentiment souvent fort, et l'interrogative, qui permet d'exprimer une question, une interrogation personnelle et un doute. On avait donc vu cette eau, qui, moi, sans doute. Maintenant, passons au procédé d'écriture qu'on appelle aussi les figures de style. Il existe la comparaison sur laquelle nous avons déjà travaillé. Elle permet de rapprocher deux éléments différents. Par exemple, notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes plus qu'à nous-mêmes. Cela met en valeur
l'hypothèse selon laquelle le narrateur serait devenu somnambule. Vous avez aussi pu observer une hyperbole qui est un procédé d'exagération. Ici, l'exagération portait sur l'état réel du narrateur au moment de son réveil. Enfin, nous avons travaillé sur un mode verbal particulier, le conditionnel, qui est le mode qui permet d'exprimer des faits incertains. Qui comprendrait mon angoisse abominable? Ce schéma bilan est long, mais globalement, vous y retrouvez uniquement des éléments qui ont déjà été traités dans la séquence. Faites pause dans la vidéo afin de le recopier. Prenez votre cahier en format paysage afin d'avoir suffisamment de place pour ajouter tous les éléments. Si certains éléments d'exemple sont trop longs à recopier dans la case, je pense notamment à l'hyperbole. Indiquez simplement les numéros des lignes, à savoir les lignes 7 à 10. L'ensemble des autres éléments peut être recopié sur la page. La séance est à présent terminée. N'oubliez pas de prendre une photo de votre cahier, de l'envoyer à l'adresse mail ou de déposer votre copie directement sur Pronote. Au revoir.